Bienvenue à Ségur-le-Château. La commune de Ségur fait partie du département de la Corrèze, aux portes de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Le village de Ségur se développe au bord de l'Auvézère, à 270 mètres d'altitude, dans une vallée encaissée, étroite et sinueuse, aux versants fortement pentus. Le plateau est quant à lui à une altitude moyenne de 350 mètres. La commune fait partie du Pays d'art et d'histoire Vézère-Ardoise qui propose des animations et de la valorisation du patrimoine bâti et architectural. Le village adhère à l'association des plus beaux villages de France en 1982. Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui à Ségur-le-Château, donc on est dans le fin fond de la Corrèze, à la limite de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Donc le village s'appelle le Ségur-le-Château puisque nous avons ici un ancien château qui a été parmi plusieurs différentes familles qui se sont passées le château de main en main, et actuellement le château est en cours de restauration. Il y a des fouilles qui sont actuellement faites depuis 4 ans pour pouvoir ensuite le réhabiliter et pouvoir le faire visiter au public. Donc vous allez venir avec nous dans la visite de Ségur-le-Château. C'est parti! Le village est traversé par la rivière Auvézère qui forme un méandre avec en son centre un éperon rocheux propice à la création d'une place forte. Ségur vient du latin securium qui veut dire lieu sûr. Les premières traces écrites remontent au IXe siècle avec l'installation des vicomtes de Ségur, mais on peut supposer qu'une origine plus ancienne pourrait être gallo-romaine. Sur cette place, au XVe, 1438, une cour des appels est installée à la demande de Jean de Blois, dit de l'Aigle. Cette cour d'appel permettait de juger en premier appel tout recours contre une décision de justice de l'une des 150 juridictions seigneuriales du comté de Périgueux et de la vicomté de Limoges. Tout devait être débattu à Ségur avant éventuellement au Parlement royal. Les audiences de la cour des appels étaient tenues dans une petite bâtisse en bois, aujourd'hui disparue. La fréquence des inondations a mené les juges à tenir leurs sessions dans divers hôtels particuliers du bourg. Elle entraîne une vague de construction et de reconstruction de demeures de qualité, maisons et hôtels particuliers, afin d'accueillir les magistrats, les plaignants et les plaideurs. Elle va ainsi permettre le développement du village jusqu'à sa suppression en 1750 par édit du roi Louis XV, jugeant Ségur trop excentré. Cette cour sera alors transférée à Saint-Thirier. En compensation de la suppression de la cour des appels, Ségur devient paroisse en 1749 au sens administratif et fiscal. Le champ de foire a servi pour de nombreuses manifestations au cours des siècles, marchés, foires et bals. En 1913, l'Auvézère est en crue et endommage les 2 ponts médiévaux du village, le pont Notre-Dame et le pont Saint-Laurent. Ils vont être remplacés par les ponts en béton actuels, plus modernes et plus larges, pour s'adapter à la circulation. Le pont Notre-Dame est dominé par la chapelle du château. Ce pont était à 3 arches, mais ses piles étaient trop larges et ne permettaient pas un bon écoulement de la rivière lors des épisodes de crue. Dans les années 1700, un petit oratoire surmontait l'une des piles. Les anciennes halles se trouvaient au rez-de-chaussée d'un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, en pan de bois et toiture mansardée en ardoise, avec des motifs losangés soulignés par des épis de fêtage en céramique. Avant sa construction, la halle se trouvait sur la place du Foirail. Nous nous dirigeons à présent vers le château de Ségur. Depuis 2016, le château est entièrement classé au monument historique.
En 1840, la chapelle et le donjon sont classés au monument historique par Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, qui demande au préfet de dresser la liste des monuments de leur département dont ils estiment la restauration prioritaire. Cet ensemble fortifié regroupait deux enclos distincts, la résidence du vicomte au sud, composée de divers bâtiments correspondant à la partie en ruine, et la basse-cour au nord, réservée aux habitations des chevaliers vassaux chargés de défendre le site, du côté des maisons remaniées. Donc ce n'était pas à proprement parler un château, mais plutôt un castrum, un village fortifié. Le domaine fait une taille de plus de 5400 mètres carrés. L'enceinte extérieure est constituée de bâtiments d'habitation avec un mur défensif qui suivait le tracé du rocher avec le reste d'une tour à contrefort d'environ 10 mètres de haut et un rempart au-dessus de l'ancien accès. Le château est passé aux mains de plusieurs familles au cours des siècles. Au IXe siècle, sous Charlemagne, le Limousin est un vaste comté dont le siège administratif était Limoges. Plus de comtes résidents dans la région est régie par des comtes de Toulouse, Clermont-Ferrand ou Poitiers. Ils se font représenter par des vice-comtes, appelés aussi des vicomtes. Il y eut aussi un vicomte de Limoges. Au cours du Xe siècle, le Limousin est partagé entre un certain nombre d'autres vicomtes. Dans le Bas-Limousin, il y eut un vicomte à Ségur sur le Vézère, un à Comborne sur la Vézère et un à Tulle sur la Corrèze. À la fin du Xe siècle, par mariage de Guy I, vicomte de Limoges, et la fille du vicomte de Ségur, Emma, ce qui agrandit la vicomté de Limoges et le château de Ségur devient l'une des forteresses majeures de cette grande seigneurie. La vicomté reste sous le contrôle des Ségur-Limoges jusqu'à la fin du XIIIe. Les vicomtes de Limoges y résident souvent et y installent des familles de chevaliers comme les Hélie et les Pérus. Au XIIIe siècle, la vicomté de Limoges passe de main en main dans des familles princières. Par mariage de Marie de Limoges et Arthur II de Bretagne, la vicomté passe pendant 5 générations aux mains des ducs de Bretagne. Ils ne manifestèrent au départ que peu d'intérêt pour la vicomté lointaine. Au XVe siècle, Jean de Blois, dit de l'Aigle, célèbre capitaine au service du roi de France et vicomte de Limoges, s'en préoccupa davantage. Il adjoint sa vicomté de Limoges au comté du Périgord. Celui-ci en fait sa résidence principale et y réalise d'importants travaux. Il établira également une cour d'appel, la cour des Apôts. Au milieu du XVe, par succession féminine et mariage, la vicomté de Limoges passe dans les mains d'une nouvelle et célèbre famille, les Albret, avec le double mariage d'Alain d'Albret à l'âge de 10 ans et de Françoise de Bois-Bretagne à 5 ans, nièce de Jean de l'Aigle. Le couple élit domicile à Ségur, ils ont permis de renforcer l'autorité vicomtale. À la fin du XVe, c'est la naissance de Jean d'Albret, grand-père de Jeanne d'Albret. Il deviendra par la suite roi de Navarre. Par la suite, Ségur perd peu à peu son rôle stratégique de place forte et de résidence seigneuriale. Au milieu du XVIe, Jeanne d'Albret, mère de Henri III, donne naissance à Henri III, futur roi de France sous le nom de Henri IV et dernier vicomte de Limoges. Une fois roi, il rattache la vicomté au domaine royal et entraîne la disparition du titre de vicomte. Au XVIe, le château est vendu aux Pérus d'Écart, famille vassale de Ségur depuis le IXe siècle. Bénéficiaires d'une ascension sociale importante, ils achètent de nombreuses maisons et hôtels au XVe siècle et ensuite acquérissent le château au XVIe siècle. Ils vivent dans leur château d'Écart, ils restèrent à Ségur jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Au milieu du XVIIe, le château passe aux mains des Hautefort, famille vassale de Ségur depuis le XIIe siècle, qui réside elle aussi dans son château en Dordogne. Ils gardent le château jusqu'à la Révolution. En 1793, la chapelle est incendiée, les titres féodaux et les documents de la cour des Apôts sont brûlés sur le champ de foire et le château devient bien national. En 1795, le château est acheté par Gabriel Dumas Lavareille, administrateur des haras de Pompadour et maître de forge au Hautefort. Il devient par la suite le premier maire et instituteur de Ségur. Il restera dans cette famille durant près de 150 ans.
Dans la première partie du XIXe siècle, le logis des Pérus se sera alors remanié et accueillera l'habitation principale des propriétaires de l'époque. Vers 1930, le château est acheté par André Géraud, dont le nom de plume est Pertinax, ancien chroniqueur de l'entre-deux-guerres, notamment du journal La Croix. En 2016, nous avons la mort de Monique Chénaud, qui est la nièce de Pertinax. C'est son neveu qui hérite du château et le revend à des personnes voulant le restaurer. C'est en 2020 que le château est acheté par Astrid de Vespiren et Mathieu Puel, qui proposent de nombreux projets de restauration pour le château. Nous voici dans la basse-cour des Chevaliers. La basse-cour, c'est le lieu de vie des compagnons d'armes du vicomte et des officiers royaux, composé de bâtiments fortifiés et reliés entre eux. La partie nord du site castral représente le village de Chevaliers dont la structure a évolué, mais dont subsistent quelques bâtiments. Parmi ces familles de simples chevaliers, certaines ont prospéré jusqu'à acquérir d'importantes seigneuries. La famille des Hélie, au castrum depuis le XIIe, s'est imposée à Pompadour avec son château Renaissance. La famille Pérus, au castrum depuis le XIe, avec l'ascension sociale importante, au XIVe à la tête de la seigneurie d'Écart, avec également un château Renaissance semblable à celui de Pompadour. L'ancien logis des Pérus, c'est le seul bâtiment habitable du château. Il date en partie du XIIIe, il a été très remanié depuis le XIXe. Il conserve sa charpente médiévale côté nord, mais il a perdu sa tour d'escalier à vis à l'est. L'entrée côté ouest est précédée d'un porche voûté en croisée d'ogives. Dans cette basse-cour, on peut également retrouver deux logis jumeaux qui sont d'anciennes maisons de chevaliers. Au rez-de-chaussée, ils étaient faiblement éclairés par des fentes de jour pour servir de stockage. Le premier étage, avec des fenêtres géminées à colonnettes, était l'espace d'habitation avec des latrines. Et le dernier niveau, composé du chemin de ronde avec des hourds, des balcons défensifs en bois, et avec des trous de fixation qui sont encore visibles. Nous avons aussi les vestiges d'une ancienne tour à contrefort, dit bâtiment des Hélie. Également, une ancienne maison de chevalier, possédant deux tours carrées du XIIe, des fenêtres du XVe, commandait l'accès à la basse-cour. C'était l'ancienne entrée médiévale. L'entrée à la partie vicomtale se faisait par un pont-levis au-dessus d'une fosse qui séparait les deux ensembles du château. Grâce aux fouilles, il a été découvert que le fossé était creusé dans la roche de forme ovalaire, avec des parois quasi verticales et un fond plat, comblé au XVIIe par un imposant escalier à double montée convergente sous les Hauts-Forts, tout comme la création des deux sols pavés. En face, nous avons la tour maîtresse du XIIIe, qui est l'élément le plus important. Le donjon, symbole du pouvoir du vicomte. Il conserve son mur extérieur, légèrement en forme d'étrave et doté de contreforts. Son premier étage arbore encore deux belles fenêtres géminées, autrefois à colonnettes, ainsi qu'une porte d'accès. À côté de cette tour maîtresse, on trouve le logis du XVe, aménagé par Jean de l'Aigle, avec l'extension sur le front ouest dans le prolongement du donjon. Il a été possible grâce aux travaux de terrassement. Au rez-de-chaussée, le logis était divisé en trois grandes pièces, également voûtées en verso, dont les fenêtres à croisée offrent toujours de belles ouvertures sur le paysage en contrebas de l'éperon. Le linteau qui se trouve au-dessus de la porte d'accès du site castral pourrait provenir d'un manteau de cheminée de ce logis. Nous avons ici l'ancienne poterne, porte dérobée dans la muraille d'enceinte du château de fortification du XIIe siècle. Pour finir, la chapelle Notre-Dame, remaniée au XIVe. Son chevet semi-circulaire s'intègre dans l'enceinte côté est. Les vestiges de cette chapelle gothique permettent d'imaginer le raffinement de ce petit édifice. Du calcaire blond a été utilisé pour réaliser les encadrements de ses baies ainsi que ses voûtes et leurs culots sculptés. Grâce aux fouilles, son sol a été mis à jour et une présence de strates de débris qui permettent d'émettre l'hypothèse d'un étage au-dessus, et également la découverte d'une sépulture devant la chapelle, pouvant être un squelette de femme ou d'adolescent, de la XVe ou XVIe siècle, l'hypothèse de la présence d'une nef à l'avant du reste du bâtiment.
La chapelle est complétée par une petite salle annexe, la chapelle Sainte-Catherine, équipée d'une cheminée pour le confort des seigneurs. La courtine reliant la chapelle au donjon est couronnée d'un chemin de ronde sur mâchicoulis. Les travaux de Jean de L'Aigle avec le terrassement du bastion du XVe siècle a enseveli l'ancienne rampe d'accès médiévale et le haut de l'entrée, reste de l'une des deux anciennes tours pleines qui gardaient la rampe d'accès. Nous allons maintenant accéder aux caves, également dites salles basses, qui sont de grandes caves voûtées en berceau qui ont conservé intacte l'intégralité de leur maçonnerie, et elles sont éclairées par des fentes de jour. Une rampe souterraine permettait d'y accéder depuis la cour intérieure du château, tandis qu'un autre accès menait vers la terrasse extérieure par une porte à l'encadrement en grès mouluré. Dans cette rue, on trouve des maisons à colombages du XVe. Ces maisons appartenaient autrefois à des nobles, magistrats ou encore marchands. Ces maisons étaient des hôtels à l'étage et des commerces au rez-de-chaussée. Quelques-unes de ces maisons sont accolées au rocher. La rue s'appelle rue des Clos, qui vient du patois clope, qui signifie pas de niveau, pas plat. À Ségur, on trouve plusieurs types de roches de construction, principalement du schiste, du gneiss, du calcaire du Périgord, du grès rouge de Juillac, comme à Collonges-la-Rouge, et du granit à point noir de Saint-Julien-le-Vendômois. Dans le village, en plus de la rue principale, il existait un réseau de ruelles étroites, pavées et non carrossables, appelé en occitan charrier-roux. Ce passage permet de gagner la ruelle des Places, qui dessert des parcelles de jardins en terrasse situées au pied du château. Nous voici ici devant la maison Henri IV, classée monument historique, avec des fenêtres en granit entourées de 2 tours. On y trouve de grandes cheminées, des caves voûtées, et au rez-de-chaussée, une large ouverture en arc surbaissé prouve la trace d'échoppe de l'époque, qui permettait au commerçant d'ouvrir sa boutique en plaçant la table de vente sur la rue. Juste à côté de celle-ci se trouve la maison Boyer. C'est une maison à 2 étages à pans de bois en encorbellement. La surface habitable agrandie à chaque étage. Les colombages avec des croix de Saint-André en forme de X datent d'une construction de la deuxième moitié du XVe siècle. Le bois est bien conservé avec des pièces sculptées. Des corbeaux de bois support comportent de petits motifs engravés tels des écailles ou une rosace. Également pourvu d'une échoppe en partie basse. Nous sommes ici dans la ruelle de l'Aumônière. Nous avons une vue sur la maison Loup Castel qui était anciennement adossée à une autre maison, aujourd'hui disparue. Elle est principalement construite en moellon avec 4 niveaux d'habitation, une cave voûtée avec une source creusée dans le rocher, un escalier en vis, on en recensait 17 dans le village.
Elle se compose d'éléments architecturaux de son époque, tels que des cheminées monumentales gothiques, des fenêtres à meneaux et croisillons et une toiture en pavillon, présence de latrines et éviers en pierre. On retrouve ici une croix en fer forgé. Beaucoup à l'époque étaient faites en granit, mais celle-ci est en fer car on y trouvait beaucoup d'anciennes forges dans les environs de Ségur. Avant, il y avait beaucoup d'artisans dans cette rue. Elle était entièrement pavée. Maintenant, elle ne l'est plus que sur le début du chemin. La ruelle pavée, montant vers le puits de Ségur, conduisait à la chapelle de l'Aumônière, dotée de son propre cimetière qui n'existe plus. Il ne reste plus que la fontaine Sainte-Anne et sa statue calcaire partiellement détruite, représentant Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant, classée monument historique et un lavoir. La fontaine est connue pour être une bonne fontaine avec des eaux vertueuses qui avaient la capacité de soigner les maux. En se retournant, nous avons une vue sur le donjon du château, la tour seigneuriale du vicomte, symbole de pouvoir seigneurial. Au Moyen Âge, Ségur comprenait plusieurs moulins, dont celui se trouvant en face de nous. C'est une maison en pierre avec les fenêtres blanches. Elle est construite sur l'emplacement d'un ancien moulin médiéval. C'est ici l'ancienne minoterie du village pour moudre le blé en farine. Les habitants devaient payer une taxe aux chevaliers vassaux ou au vicomte pour pouvoir s'en servir. En face, dans l'angle de la maison, nous trouvons la statuette de Saint-Roch avec son chien, qui était un riche et instruit originaire de Montpellier, qui distribuait sa fortune aux pauvres et devint pèlerin et part pour Rome. Il réconforte et guérit les malades de la peste. À son retour à Montpellier, où il contracte la peste lui aussi, mais s'en sort miraculeusement, victime d'un conflit, il est arrêté et mis au cachot pendant 5 ans. Ne voulant pas donner son identité, il meurt en 1379. Le quartier et le pont Saint-Laurent tirent leur nom d'une chapelle aujourd'hui disparue. Au XVIe, on l'appelait encore le pont des Farges, sans doute parce qu'il correspondait à un quartier réunissant des activités métallurgiques. De fait, au XIIIe, XIVe, plusieurs habitants de Ségur s'appelaient Fabri, c'est-à-dire forgeron ou maréchal ferrant. Nous sommes ici devant la tour Saint-Laurent, qui est une habitation privée avec des fenêtres à meneaux, un escalier à vis dans une tour circulaire, avec traces d'échoppes et étages pour l'habitation. En face de celui-ci se trouve l'hôtel dit du Bottier, avec un escalier en vis dans une tour carrée, qui est également un ancien hôtel particulier. En continuant la route, on trouve le chemin remarquable du Chédal, parc agricole et paysager. Au sein du parc, on trouve des essences de chêne, diverses installations en bois et autres matériaux naturels.
Nous voici arrivés au monument aux morts et à l'église de style néo-roman qui a été faite au 19e siècle et qui est dédiée à Saint Léger. Donc ici nous avons l'ancienne mairie école filles et garçons qui sert maintenant, qui fait office actuellement de salle des fêtes. Nous voici ici sur la place Jean de l'Aigle. On y retrouve plusieurs maisons anciennes, dites maisons tour de guet, maisons du XVIe siècle, avec des escaliers en vis, un encorbellement, des façades rénovées grâce à la Fondation du patrimoine pour que tout soit bien homogène dans le village. Nous voici à présent sur la place Marguerite de Chauvigny. Ce nom vient de la veuve de Jean de l'Aigle qui était dame douairière, c'est-à-dire possédant un domaine attribué par son défunt époux afin de garder son rang. Cette place est bordée par plusieurs beaux hôtels de la fin du Moyen-Âge. Nous sommes aussi en face de La Ruelle, qui est un ancien hôtel particulier dont sa demi-tour a été détruite pour élargir la route. En face, nous avons la maison des Apôts. On dit qu'il aurait accueilli des sessions de la cour des Apôts. C'est un ancien hôtel particulier du XVe siècle. On y retrouve deux grandes caves voûtées accessibles par la porte semi-enterrée, de grandes salles et cheminées monumentales, un escalier à vis et une charpente remarquable. C'est la maison la plus volumineuse du village avec une taille de 12,50 mètres par 14 mètres. Et on y trouve une ancienne trace d'échoppe au rez-de-chaussée avec la présence d'arcs surbaissés. Nous voici ici à la rue Richard Cœur de Lion, fils de Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Richard Cœur de Lion s'attaque à Ségur en 1177 à ses 20 ans. Et ses campements étaient selon la croyance populaire au bout de cette ruelle. Au bout de cette rue, on trouve le pont et la fontaine Richard surmontés d'une croix de mission en fer forgé du 19e. Ce lieu était autrefois l'un des points d'eau principaux du village. En amont de la rivière se trouvait le moulin Richard qui devint en 1920 la première microcentrale électrique de Ségur.
Bon voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à venir cet été pour faire les visites guidées de Ségur-le-Château en ma compagnie ou en celle de mon collègue Benoît. Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer toute l'histoire de Ségur-le-Château. Sur ce, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!